Écoutez, on est nombreux, ça fait plaisir. Merci évidemment aux amis du monde diplomatique de Rennes. Ça me touche beaucoup parce que j'aime bien Rennes. C'est une ville où j'ai vécu 2 ans. Donc, ne serait-ce que de manière symbolique et virtuelle, revenir à Rennes me fait toujours plaisir. Donc, merci à Sébastien aussi d'avoir organisé cette conférence. Merci au Diplo aussi, au journal qui m'a prêté ses colonnes pour une série de 2 articles. En réalité, il y avait déjà eu un article avant le premier tour, en janvier 2021, qui faisait un peu état de l'état de commotion cérébrale du système politique et économique péruvien. Et puis donc cet article, on va discuter un peu ce soir sur l'élection surprise, hein, ça c'est sûr, hein, surprise pour tout le monde, de Pedro Castillo. Donc, je vous invite aussi à complémenter vos lectures sur l'Amérique latine en allant chercher des informations, évidemment, sur le site Les Deux Rives. Donc, c'est lesdeuxrives.info, le 2 en chiffres. Voilà, ceci étant fait, on ferme la page de publicité pour s'occuper du Pérou. Donc, le Pérou, ces dernières années, était dans un état d'instabilité, de désinstitutionnalisation permanente et dans un état d'ingouvernabilité. Depuis le scandale de Odebrecht, donc, qui est une entreprise de construction brésilienne qui a été accusée aux États-Unis d'avoir livré des pots de vin à plusieurs autorités publiques de la région. Odebrecht, pour négocier sa peine aux États-Unis, a donc révélé qui étaient les corrompus, et ça a été une vague de corruption, de révélation, de scandales de corruption sans fin qui touchait principalement, pas que, mais principalement les dirigeants de droite de la région. Et au Pérou, ça a été un cataclysme. Toute la classe politique traditionnelle a été éclaboussée. Et ça a donné lieu à une instabilité politique permanente qui est le fruit de la constitution actuelle du Pérou, constitution qui a été réalisée lors d'un coup d'État aussi institutionnel. Donc là, on remonte un peu le temps dans les années 90 avec l'apparition et l'élection d'un personnage qui déjà hors norme, hors parti, Alberto Fujimori, et qui on va dire, a commencé son mandat avec une double mission: lutter au sein du conflit armé qui déchirait le pays entre, d'une part, la guérilla du Sentier Lumineux et l'armée, non, et de nombreuses fois la population était prise entre les deux feux, et puis mettre le Pérou sur les rails du néolibéralisme. Or, il se trouve que Alberto Fujimori a rencontré des résistances au niveau du Parlement, tant pour les attentats contre les droits de l'homme commises dans la guerre contre le Sentier Lumineux, que certaines réticences aussi du pouvoir législatif à vouloir tout privatiser et vouloir néolibéraliser l'économie. Donc, il n'a rien trouvé de mieux pour avoir les coups des franches que d'organiser un auto-coup d'État. C'est-à-dire que les militaires l'ont renversé, ont créé une junte de gouvernement avec à sa tête Alberto Fujimori. Donc, c'était un auto-coup d'État pour le remettre en place, sauf que dans le laps de temps du coup d'État, le Congrès a été dissous, et donc il jouissait des pleins pouvoirs, ce qui lui a permis d'élaborer une nouvelle constitution qui place, là c'est intéressant parce que ça va vous rappeler à vous, Français, qui nous écoutez, ça va vous rappeler aussi un petit peu ce qui se joue en 2005 avec le fameux traité pour une constitution européenne, c'est-à-dire que, de la même façon que pour le TCE, la constitution péruvienne ancre le néolibéralisme dans le marbre de la charte suprême, et la concurrence libre et non faussée, et l'État est réduit au rôle de vecteur entre l'entreprise privée et la société civile. Et puis, au niveau institutionnel, c'est un régime que je qualifierais un petit peu de bâtard. Alors, pas
évidemment pas, enfin, c'est pas au sens de l'insulte, mais ce n'est ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire. C'est une espèce de mix entre les deux. Le président peut demander des motions de confiance. Donc, ce n'est pas des motions de censure, c'est l'exécutif qui demande des motions de confiance. Et si le pouvoir législatif ne lui donne pas, au bout de 2 fois, il peut dissoudre le Parlement. Ce qui s'était passé l'année dernière, par ailleurs. Et en revanche, le pouvoir législatif peut censurer des ministres, c'est-à-dire faire tomber des ministres, et aussi, sous une figure un peu branque-ballante, qui est la figure de l'incapacité morale. Alors, je vous laisse imaginer le fourre-tout juridique que cette figure suppose, il peut démettre de ses fonctions le président. Et donc ça a donné, avec le scandale Odebrecht, ça a donné, dans les faits, 4 présidents en 5 ans. En réalité, 5 présidents, parce que durant quelques heures, la présidente, la vice-présidente de l'Assemblée nationale s'était autoproclamée présidente. Donc, ça fait un président par an, certains pour quelques semaines, certains pour quelques jours. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer les conséquences sur la stabilité politique et puis sur la gouvernabilité, tout simplement. C'est impossible. Et les Péruviens étaient lassés de cette situation, lassés de la politique traditionnelle et lassés aussi du Parlement. Le Parlement a une opinion défavorable, aujourd'hui encore, sur un sondage de la semaine dernière, de 71%. C'est-à-dire que si jamais le Parlement était fermé, ici, ça ne choquerait absolument personne. Les parlementaires sont absolument détestés. Donc, il y avait une espèce on va dire, de culture de l'antipolitique. Donc, ces cultures de l'antipolitique, évidemment, favorisent l'émergence d'outsiders, d'ailleurs de n'importe quelle tendance, quand il y a une situation telle que celle exprimée. La pandémie au Pérou, comme dans toute l'Amérique latine par ailleurs, a été vécue de manière tragique. Et la pandémie a vraiment fissuré le système mis en place par Alberto Fujimori dans les années 90, pendant la dictature d'Alberto Fujimori, c'est-à-dire ce système de néolibéralisme, de réduction de l'État, de précarisation des services publics et puis d'instabilité institutionnelle par ailleurs. La pandémie a été le révélateur que ce système ne marchait pas. D'une part, parce que l'État n'a pas pu empêcher un taux assez important de morts au Pérou. Le Pérou est le premier pays en proportion du nombre d'habitants à avoir le nombre de morts. Je vous donne un chiffre aussi qui est terrible. La pandémie a laissé 98 000 orphelins au Pérou. Donc, évidemment, l'État n'avait aucun moyen de contrôler l'expansion ou les conséquences sanitaires de la pandémie. Et puis, les conséquences économiques ont été absolument terribles. Il n'y avait évidemment aucune protection sociale. Il y a eu 3 millions de Péruviens qui sont passés dans la pauvreté et des conséquences absolument tragiques. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'a lieu donc le premier tour des élections présidentielles. Alors, premier tour, alors donc dans un contexte de méfiance totale par rapport à la politique traditionnelle et avec 18 candidats. Donc, une palette qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec l'apparition, y compris, de nouveaux candidats à la droite du fujimorisme. Je pense particulièrement à Renovación Popular, du candidat Lopez Aliaga, qui ferait passer Jair Bolsonaro du Brésil pour un gauchiste. Pour vous donner un peu l'échiquier politique péruvien. Et donc, la gauche, on va parler de la gauche d'abord, parce que ça nous intéresse peut-être un peu plus. La gauche avait sa candidate traditionnelle, Verónica Mendoza, qui s'était déjà présentée en 2016 et qui avait réalisé un score très surprenant, manquant l'accession au deuxième tour de peu de voix. Et puis, finalement, il y a eu elle a fait une campagne très traditionnelle, pas de grands meetings, en respectant les consignes sanitaires.
en déplaçant son discours et son récit politique du national populaire à la défense des minorités, en assumant ouvertement dans un Pérou extrêmement conservateur la défense de l'avortement, la défense des minorités LGBTI, etc. Et finalement, en sachant qu'il y avait déjà un candidat de centre-gauche qui l'empêchait de croître sur ce flanc-là, et puis il y avait donc Pedro Castillo plus à sa gauche, finalement, ça ne s'est absolument pas révélé payant. Et j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que c'est important, tous ces détails. Le Pérou a montré aussi que le seul clivage gauche-droite n'était pas suffisant pour comprendre la réalité politique du pays, la réalité politique et électorale. Il y a une multiplicité de clivages pour comprendre la société péruvienne, notamment le clivage entre la côte pacifique et la montagne, et dans une moindre mesure les zones de jungle, le clivage entre l'urbain et le rural, et le clivage, qui est très très important, entre Lima, la capitale, qui regroupe 30% des habitants du pays. Le Pérou a 30 millions d'habitants, Lima, la capitale en a 11, et qui regroupe 48% de la production des richesses. Et là, il y a vraiment une énorme brèche entre Lima et le reste du pays. Alors, à cela s'ajoutent aussi des clivages générationnels, des clivages ethniques aussi. Et puis, je crois que tout cela est englobé dans un métaclivage entre l'aspiration au changement, parce que les Péruviens n'en pouvaient plus de ce système qui avait montré ses déficiences au niveau économique, social et institutionnel, et la peur que génère ce changement. Et ça va être... tous ces clivages-là vont être absolument matérialisés lors du deuxième tour. Mais avant d'arriver au deuxième tour, je vais donner quelques chiffres. Le soir donc, de l'élection du 11 avril, je vais peut-être revenir quelques jours avant pour faire quand même un mea culpa. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé couvrir donc, pour le site Les Deux Rives l'élection du premier tour. Et donc, je suis arrivé une semaine avant. J'ai réalisé une interview pour le journal L'Humanité de la candidate Véronica Mendoza, qui était assez bien placée dans les sondages, avec une possibilité de passer au deuxième tour. Et c'est seulement quelques jours avant que j'ai compris que Pedro Castillo allait être au deuxième tour. Parce qu'en fait, les sondages disaient un peu tout et n'importe quoi. On avait six candidats dans les marges d'erreur. Et en fait, une seule tendance se dessinait au cours de la dernière semaine, c'était l'ascension irrésistible de Pedro Castillo. Et ça, quand c'est une tendance sur plusieurs jours, on sait que c'est inarrêtable. Et donc, je me doutais. Donc, moi-même, je ne l'avais pas vu venir. Alors, je n'étais pas le seul, bien évidemment. Le soir des résultats, Pedro Castillo arrive premier, suivi de Keiko Fujimori, donc la fille du dictateur, candidate néolibérale, des élites de Lima, nous y reviendrons. Et pour vous donner une idée, la chaîne CNN, donc la chaîne états-unienne CNN, lorsqu'elle a présenté les résultats, n'avait même pas la photo de Pedro Castillo. Parce qu'une semaine avant, il était à 3%. Donc, personne ne l'a vu venir. Alors, là, je vais donner un petit chiffre et on s'arrêtera après sur la figure de Pedro Castillo et du parti Perú Libre. Pedro Castillo passe, donc le soir des élections, il passe, je crois, il réalise 19% des voix. Son adversaire Keiko Fujimori est à peu près 13 quelque chose, etc. Sauf que, là c'est important, même si le vote est obligatoire, dans la défiance généralisée de la politique par le fait de l'instabilité permanente qui avait précédé ces élections, il y a 30% des électeurs qui ne sont pas allés voter, qui ont préféré payer l'amende, une amende si vous n'avez pas voté, et il y a eu 18% d'électeurs qui ont voté blanc ou nul. Donc, si vous cumulez les deux, ça fait 48%. C'est-à-dire qu'un électeur, un Péruvien, une Péruvienne sur deux n'est pas allé voter. Et donc, ça donne des chiffres qui font froid dans le dos. Pedro Castillo accède au deuxième tour avec 10,86% des inscrits. Rien. Keiko Fujimori va au deuxième tour avec 7,6% des inscrits. Encore moins que rien. Et la candidate de la gauche traditionnelle, Véronica Mendoza, réalise 3,6% des inscrits. Donc, si vous prenez votre petite calculette, et grosso modo, vous verrez que la gauche,
qui s'est présenté à ces élections, toutes tendances confondues, donc en prenant Verónica Mendoza et le Parti Perú Libre de Vladimir Cerrón, la gauche réalise 15% des inscrits, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas d'hégémonie politique. Et ça, c'est très important. Alors, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Alors, Pedro Castillo, qui est-il? Pedro Castillo est un instituteur rural, un instituteur du monde rural, c'est aussi un agriculteur. C'est quelqu'un qui qui a des origines très, très humbles. J'ai eu la chance pour le reportage que j'ai écrit dans le monde diplomatique d'aller faire donc un reportage chez sa famille, chez son frère, sa belle-sœur, ses parents. Réellement, c'est une vie très austère, très, très, très austère. Et Pedro Castillo a la même vie, puisqu'il vit à quelques encablures de sa famille, à quelques kilomètres de sa famille. Il vit exactement la même vie. C'est des gens pauvres, dignes travailleurs de la terre. Ce sont des agriculteurs. Rondero, ça c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est que les rondas campesinas, les rondas paysannes? Alors, pas la première fois parce que j'avais déjà vu, mais au premier tour, après l'élection de Pedro Castillo, je m'étais un peu intéressé justement sur le phénomène des rondas qui avait permis à Pedro Castillo d'avoir une base sociale. Et depuis Lima, je n'avais pas eu chez mes amis, y compris de gauche, une réponse satisfaisante. Je voyais qu'il y avait un manque, que les gens ne connaissaient pas réellement la réalité, donc j'avais des informations contradictoires. Et donc, durant le deuxième tour, où j'ai pris plus de temps, justement pour pouvoir aller à la source, je suis allé dans le berceau des Rondas, qui est le village de Cuyumalca, où elles sont nées. Et là, évidemment, j'ai rencontré plusieurs ronderos. J'ai rencontré des ronderos de campagne, des ronderos de petites villes rurales ou périphériques. Et en fait, ça va au-delà de la sécurité et la justice. Il est vrai que les rondas se sont constituées pour une sécurité et la justice de l'assemblée de voisinage, non? Alors, ça peut poser problème, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État finalement qui a le monopole de la sécurité et de la violence, ce sont aussi les citoyens organisés. Et pourquoi? Parce que l'État est complètement absent, tout simplement. Et les rondas sont en réalité l'autogouvernement du peuple. Parce que certes, il y a le thème de la sécurité et de la justice communautaire, alors pas communautaire au sens ethnique, communautaire de communauté de voisinage, mais en discutant avec les ronderos, en assistant des assemblées des rondas, on se rend bien compte que tous les problèmes sont gérés en collectif, en assemblée générale, et ça touche évidemment énormément de problèmes sociaux ou de problèmes d'infrastructure. Donc, c'est l'autogouvernement de base. Et ça, c'est très important, ça a été clé dans la victoire de Pedro Castillo et malheureusement dans je dirais peut-être le déclin de la gauche traditionnelle, parce que la gauche traditionnelle de Verónica Mendoza, et je ne vais pas lui cracher dessus, ce sont des gens que j'aime beaucoup aussi, avec qui déjà j'ai eu l'occasion de parler de ça, je ne suis pas en train de leur cracher dans le dos, mais donc, il faut quand même analyser les choses comme elles sont, et cette gauche traditionnelle avait une approche traditionnelle des structures politiques et donc se basait directement sur des mouvements constitués ou des corps constitués de la contestation, notamment les syndicats, les mouvements sociaux, les organisations, etc., qui finalement prétendaient parler au nom d'une population qui ne le représentait absolument pas. Ça, c'est un problème généralisé. On l'a vu en France par rapport avec les Gilets jaunes, ou dans une certaine mesure le mouvement anti-vax, qui ne passe pas par un corps intermédiaire pour faire ses… alors, je ne suis pas en train de donner un jugement de valeur là-dessus, mais pour faire ses manifestations. Et ça, c'est un signe quand un système politique c'est en train de se désagréger. C'est-à-dire, il y a d'autres structures d'organisation qui se constituent, les ronds-points, par exemple, en France, et dans le cas du Pérou, les rondas, ou dans des milieux urbains, les ollas comunes, qui sont des soupes populaires autogérées, qui vont aussi au-delà
de la sécurité alimentaire et d'empêcher que les gens meurent de faim, notamment pendant la pandémie, c'est aussi l'autogouvernement du quartier. Voilà. Et c'est d'ailleurs, petit détail, c'est 95% de femmes, les sous-populaires, ce qui donne évidemment à certains pouvoirs à ces femmes dans les quartiers et nous force à revoir aussi le mode de féminisme que l'on doit avoir, ou le regard féministe que l'on doit avoir quand on le porte sur un pays très conservateur par ailleurs comme le Pérou. Et donc Pedro Castillo est rondero. Pedro Castillo vient de ces organisations. Il vient aussi d'un corps qui est très respecté, qui est le corps des instituteurs, et particulièrement des instituteurs ruraux. Pedro Castillo s'était fait connaître lors d'une grève des instituteurs pour une réforme du statut des instituteurs. Et encore une fois, c'est assez rigolo, vous tirerez vous-même les parallèles que vous voulez, mais cette réforme visait à une réforme du système de notation des instituteurs et des maîtres d'école, avec en ligne de mire le fait de baisser le nombre de fonctionnaires pour embaucher plus de contractuels. Hein, vous voyez là quand même, des gens comme Macron n'inventent rien. Hein. Et là, il y a eu un déclic qui a été très intéressant, c'est qu'il y a eu à la base les instituteurs ruraux autour de Pedro Castillo et d'autres se sont organisés et ont submergé le syndicat traditionnel, la centrale syndicale traditionnelle. Et il y a eu une bagarre entre les élites syndicales qui disaient ces gens-là ne représentent personne, nous sommes le corps intermédiaire avec lequel l'État doit entamer des négociations, et les bases qui ont complètement submergé et ont bousculé le syndicat en leur disant « ça fait 30 ans que vous êtes complices de toutes les réformes néolibérales sur le monde de l'éducation, vous les avez toutes co-signées en obtenant des miettes, maintenant vous dégagez, vous n'êtes plus nos représentants ». Et donc ils les ont complètement, ils ont forcé l'État à discuter avec eux, avec à leur tête évidemment Pedro Castillo, qui a gagné évidemment de la popularité puisque la réforme a été mise en déroute. À Pedro Castillo, il lui manque évidemment pour se présenter un parti politique. Ce parti, ça sera Perú Libre. Perú Libre, c'est un parti régional, donc de la région de Junín, qui a été fondé par un neurochirurgien, Vladimir Cerón, neurochirurgien formé à Cuba, marxiste-léniniste. Alors le parti se définit comme marxiste-léniniste, mariatéguiste, révolutionnaire, anti-impérialiste. Dans un Pérou extrêmement conservateur, Perú Libre, c'est un ovni politique. C'est un ovni politique. Et cette alliance, en fait, avait pour but non avoué de maintenir le parti dans sa légalité. Au Pérou, si vous faites moins de 5%, vous perdez la légalité du parti politique et donc vous devez recommencer les démarches pour le faire valider. L'idée étant d'arriver à ces 5% pour pouvoir se présenter aux élections régionales et municipales qui auront lieu en avril 2022. Sauf que, avec la désagrégation totale du monde politique traditionnel péruvien, je dirais, j'allais dire pas de peau, mais non, au contraire, bravo. Pedro Castillo donc, arrive au deuxième tour et donc va l'emporter. On va finir là-dessus. Alors là, je n'invente rien. Hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer au deuxième tour le secrétaire national du Parti Perú Libre, Vladimir Cerón, avec qui j'ai fait une interview très, très intéressante. Hein. La personne le personnage est très, très intéressant. C'est un grand cadre politique. Et c'est lui-même qui m'a dit on ne s'attendait évidemment pas à passer au second tour, mais nous sommes prêts à gouverner quoi qu'il arrive. Quand il me disait ça, les élections n'étaient pas finies. Alors, au soir du deuxième tour, Pedro Castillo, alors je dis au soir, c'est une façon de parler, c'est une façon rhétorique de parler, parce que le cirque de l'acceptation des résultats va durer plusieurs semaines en réalité. Toujours est-il que les résultats finaux donnent Pedro Castillo gagnant, donc président du Pérou, avec 50,1% des voix. Ça
son adversaire, Keiko Fujimori, elle, donc, a 49,9% des voix. Alors, vous allez me dire, Keiko Fujimori, alors, représentait les élites de Lima, représentait la côte contre la montagne, représentait donc les élites de Lima contre le peuple, représentait Lima contre les provinces. On a eu tous les clivages dont je vous ai parlé précédemment ont été matérialisés par les deux candidats. Hein. Pedro Castillo, c'est le candidat de la montagne, du monde rural, des provinces, un candidat du peuple, et Keiko Fujimori, le candidat des élites, elle-même privilégiée, la candidate de la côte, où elle a fait des très bons résultats. Le pays, au soir des élections, finalement, est vraiment coupé en deux. Et alors, on peut se demander, mais quelles étaient les promesses de Keiko Fujimori? Alors, il y a eu toute une campagne contre le communisme, le terrorisme, etc., une campagne négative. Mais il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est que pourquoi elle fait un score aussi gigantesque alors que le modèle qu'elle défend a été mis à défaut pendant la pandémie et les Péruviens sont traumatisés. Là, je crois on est dans une espèce de zone grise, pour faire du Gramsci de comptoir, une zone grise entre le vieux monde qui ne termine pas de mourir et le nouveau monde qui n'a pas encore commencé à naître. On est dans une espèce de zone grise où l'hégémonie culturelle joue encore en faveur des propositions néolibérales. C'est-à-dire que lorsque l'État est absolument inefficient, inexistant, corrompu ou jugé comme tel, finalement, une grande partie du peuple, là je parle même pas des entrepreneurs ou des élites, hein, je parle d'une partie du peuple, va jouer sa survie sur l'individualisme et l'entrepreneuriat privé, avec des micro-entreprises familiales, avec, si vous voulez, le salut ne peut passer que par une démarche individuelle et non pas par une action collective. Et ça porte évidemment ses fruits. Hein. Alors, encore une fois, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est le capitalisme populaire cher à Margaret Thatcher. On est dans une espèce d'esprit du capitalisme sans éthique protestante. Le fait est que c'est sur cette hégémonie culturelle qu'a pu fleurir une campagne anticommuniste à mourir. Hein. Alors là, par contre, c'était des fake news, 10 fake news par jour, et qui continue maintenant. Donc, Pedro Castillo gagne avec 50,1%. Alors là, il y a un petit clivage sur lequel, et là, je rentre dans l'actualité les dernières semaines, sur lequel c'est important parce qu'on a pu entendre Pedro Castillo a trahi ses promesses, c'est un traître, etc. Et ça ne vient pas de la droite, ça vient du parti Perú Libre, ça vient notamment surtout d'ailleurs de son secrétaire national Vladimir Cerrón et d'un cercle de politiciens du parti qui gravitent autour de lui. Pedro Castillo aurait-il trahi? Alors, il y a eu un traumatisme au Pérou qui permet aussi ce genre de réflexion. En 2011, Ollanta Humala est élu sur un programme progressiste et quelques mois après, hein, pas 2 mois, il tourne le dos complètement à ses promesses, un peu comme Lénine Moreno en Équateur, et continue avec le système néolibéral. Donc, il y a un traumatisme au sein de la gauche péruvienne. C'est pas né ad hoc. Alors, que peut-on voir? Déjà, 50,1% des voix. Ah ben, c'est pas beaucoup. Si on retire, selon les instituts de sondage, les instituts de sondage post-élection, qu'un électeur sur 4 de ces 50%, 50,1, a voté non pas pour Pedro Castillo, non pas pour le programme de Perú Libre, mais contre Fujimori. C'est-à-dire que ce sont des gens, principalement dans les classes moyennes urbaines, qui détestent Vladimir Cerrón et le parti Perú Libre, qui détestent ce que représente Pedro Castillo, mais ils détestent encore plus Keiko Fujimori, ils ne veulent pas d'un retour à la dictature. Donc, ça fait 1 sur 4 des 50%. Et puis, il y a eu aussi énormément de Péruviens qui n'ont pas non plus voté pour les idées révolutionnaires, hein, parce qu'elles le sont vraiment pour le coup du parti Perú Libre, mais qui ont voté pour un Péruvien comme eux. C'était d'ailleurs un slogan de campagne de Pedro Castillo, un peruano como tú, qui ont voté pour que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous, pour dégager une sorte de dégachisme de la classe politique traditionnelle, en installant ou en votant pour un candidat non issu du sérail politique.
et puis surtout un candidat qui n'était pas entaché de corruption dans un pays où les scandales de corruption avaient éclaboussé toute la classe politique traditionnelle. Donc, si on additionne le vote anti-fujimorisme, les gens qui ont voté, on arrive finalement, enfin on voit en tout cas, c'est pas la peine de faire une guerre de chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'adhésion au programme révolutionnaire de Perú Libre n'est pas le fait d'une hégémonie politique. Et c'est là où le bas blesse, c'est que la lecture, ou en tout cas ce que je pensais être la lecture, vu les actes mis en pratique par la suite, des dirigeants de Perú Libre, ça a été de dire les gens ont voté pour notre programme. Donc, il faut l'appliquer, et ce, dès le premier jour. Et là, on a assisté donc avec un Premier ministre issu de l'aile la plus radicale de Perú Libre, et on a été pendant 2 mois, je crois qu'il faut le dire, dans une situation d'ingouvernabilité où le Premier ministre annonçait des mesures sans consulter le président et sans que le président ne l'annonce. Alors ça, dans n'importe quel pays au monde, le type, le soir même, il est dégagé, hein. Certains ministres, se sachant protégés par le président, n'hésitaient pas publiquement à critiquer le Premier ministre, chose incompréhensible aussi, et tout ce désordre finalement s'affichait publiquement via les médias, via les réseaux sociaux, et finalement perpétuer la peur des Péruviens de la continuation de l'instabilité institutionnelle. Et c'est vrai que ça y ressemblait, même si évidemment au sein des ministères, ça continue à travailler, il y avait des propositions, etc. Je vais faire une petite parenthèse. Hein. Si jamais des gens de Perú Libre nous écoutent, hein, il y a quelques minutes, j'en ai mis un petit peu dans la tête à Véronica Mendoza. Alors maintenant, je continue aussi mon analyse critique sur le parti de Perú Libre. Je peux me permettre ça. En plus, en ce qui concerne les idéaux du parti Perú Libre, moi j'y adhère. Hein. C'est pas une question de fond, c'est pas une question d'analyse avec Perú Libre ou Vladimir Cerrón. Pour la plupart, je les partage, les analyses. En revanche, j'ai une critique sur la tactique et sur la chronologie politique. Aucun gouvernement révolutionnaire en Amérique latine ou ailleurs, mais ailleurs je connais moins, n'a commencé bille en tête avec des mesures révolutionnaires. Je rappelle tout de même que Fidel Castro, qu'on ne peut pas suspecter d'être un impérialiste ou un social-démocrate, Fidel Castro a attendu tout de même 2 ans avant de parler du mot socialisme et de s'engager dans des réformes profondes. La première fois qu'il l'emploie, c'est donc sur la place de la Révolution, lors d'un discours le 22 décembre 1961. Vous remarquez, il est arrivé au pouvoir par les armes en plus, le 1er janvier 1959, donc 2 ans. Hugo Chavez, au Venezuela, a mis 6 ans avant de dire que son gouvernement s'engageait sur les rails du socialisme. C'était le 31 janvier 2005 au Forum social mondial de Porto Alegre, au Brésil. Et pendant 2 ans, les 2 premières années, Chavez, il disait à qui voulait bien l'entendre et dans les médias que son modèle était Tony Blair. Tony Blair n'est pas révolutionnaire, hein, comme on peut le voir. J'ai repris, je suis allé revoir pour les besoins de cette conférence, le premier cabinet ministériel de Hugo Chavez. Sur les 16 ministres, il y en a 2 de gauche. 2. Il y a Ali Rodriguez, qui était ministre du pétrole, et José Vicente Rangel, y compris d'ailleurs d'une gauche plus modérée, qui était ministre de la Défense. Tout le reste, c'est des types de droite, voire de droite dure. Alfredo Peña, qui est le ministre de la Présidence, qui fera tirer sur le peuple le 11 avril. Luis Miquilena, qui aura été aussi président de l'Assemblée constituante vénézuélienne et qui a organisé le coup d'État contre Chavez, co-organisé le coup d'État contre Chavez en 2002. Donc, il y a aussi des moments politiques. Et puis, je mentionnerai aussi les sandinistes au Nicaragua. Les sandinistes, forts de leur victoire militaire, ils auraient pu installer immédiatement un gouvernement sandiniste. Ça n'a pas été le cas. Ils ont installé une junte de gouvernement dans laquelle les sandinistes étaient minoritaires et dans laquelle
participaient les représentants du patronat, notamment Violeta Chamorro, de l'oligarchie nicaraguayenne, qui sera présidente en 1990. Donc là, on voit bien que il y a des priorités. Et effectivement, aujourd'hui, les priorités dans un Pérou qui se relève difficilement de la crise sanitaire et de la crise et des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire, les priorités aujourd'hui, c'est la santé et bouffer. La santé et de l'argent. Donc, la stabilité économique et l'amélioration des services de santé. Et si l'on reprend finalement le nombre d'électeurs qui ont voté pour Castillo, on voit bien qu'il n'y a pas encore une hégémonie politique, une hégémonie culturelle. Alors, une hégémonie culturelle encore moins, mais une hégémonie politique. Donc, je pense, moi, c'est mon interprétation personnelle, que on va dire la confrontation actuelle entre un secteur de Pérou Libre et Pedro Castillo, non, dans Pérou Libre, qui disent il a été élu sur un programme révolutionnaire, il ne l'applique pas immédiatement, c'est un traître. Je pense que ça n'a pas de justification ni politique ni historique. Ça fait 3 mois qu'il est là, ça fait même pas 3 mois qu'il est là, et je pense qu'effectivement, avant de pouvoir se lancer dans des réformes structurelles de l'État péruvien, des réformes, on va dire, plus en avant au niveau économique et social, et un changement de constitution, la convocation d'une assemblée constituante, il faut déjà qu'il y ait un peuple uni et majoritaire qui le soutienne. Et comment Pedro Castillo peut gagner ce peuple? Eh bien, en montrant qu'il peut gouverner, en montrant qu'il peut stabiliser le pays malgré les manipulations du législatif qui va essayer de le faire tomber, ça ne s'arrêtera jamais, et de montrer qu'il y aura des résultats, y compris à court terme. Et là, effectivement, fort d'une plus grande capacité de résistance populaire, eh bien, le temps des changements et des bouleversements politiques pourra s'affirmer dans le futur, en tout cas. Il y a eu quelques années, en 2015, lorsqu'il y a eu plusieurs défaites du camp progressiste en Amérique latine, tous les journaux, ça me donnera l'occasion après de, justement, mentionnant les journaux pour en parler plus tard, les journaux avaient parlé d'une fin de cycle de la gauche en Amérique latine. L'ancien vice-président bolivien, Álvaro García Linera, avait balayé cette accusation d'un revers de la main en disant que non, que le temps historique faisait qu'on était plus dans le mouvement de vagues et dans le mouvement de marée, c'est-à-dire que les vagues se retirent, mais elles reviennent, et puis elles reviennent en avançant. Non ? Eh bien, je pense que l'élection de Pedro Castillo, dans un moment où la droite se radicalise, où la droite a gagné des espaces de pouvoir, comme en Équateur, par exemple, ou au Brésil, avec Jair Bolsonaro, bon, en Colombie, c'est l'extrême droite mafieuse et narco qui a le pouvoir, eh bien, cette élection d'un professeur avec des idées de gauche, ou en tout cas des idées d'amélioration de la vie de ses compatriotes, de rompre avec le modèle néolibéral, eh bien, justement, fait partie de cette marée, de ce mouvement de vague. Eh bien, ce n'est pas forcément parce que l'eau est froide ou pas assez chaude à notre goût qu'il ne faut pas s'y baigner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions, éventuellement vos commentaires, mais surtout vos questions dans un premier temps pour qu'on puisse engager le dialogue et le débat. Donc, je vais reprendre quelques questions qui ont été mentionnées. Alors, il y en a une où on parle de l'Europe. Effectivement, on essaie de faire le parallèle avec l'Europe et notamment la France, puisque et en France, l'intervention de l'État ne recueille aucune reconnaissance. Quand on voit l'état de la gauche en ce moment, comment expliquer ce décalage entre le Pérou avec l'Europe? Une autre question, je vais faire les 4 questions là qui sont les plus évidentes. Peut-on tirer des enseignements de ces élections péruviennes dans l'optique des élections présidentielles françaises, notamment la primauté des questions sociales? Ça revient peut-être ça se rejoint en tout cas.
Une autre personne qui dit, mais je crois que vous en avez parlé, Romain, la nécessité de comprendre que le Pérou a une diversité idéologique qui ne se limite pas à la confrontation classique de la gauche et de la droite, vue d'un point de vue occidental. Je crois que vous en avez un peu parlé déjà tout à l'heure. Et puis, une question qui est intéressante et qui va aussi, qui n'a pas trop été évoquée, mais qui est, c'est quelle est la position de la nouvelle administration américaine qui semble moins ultralibérale? Oui, alors je vais les reprendre. Je vous remercie pour ces questions parce que enfin, elles sont toutes très intéressantes. Alors, l'avenir de la gauche en Amérique latine, ben, il ne vous a pas échappé effectivement qu'après l'épisode putschiste et dictatorial en Bolivie, non, le mouvement d'Evo Morales, le MAS, était revenu au pouvoir. Au Chili, la social-démocratie est bien partie pour l'emporter aussi. Donc au Pérou, Pedro Castillo vient de remporter les élections. Petite ombre au tableau, l'Argentine, mais là aussi c'est intéressant. Les péronistes au pouvoir devraient perdre les élections législatives dans quelques semaines. Mais c'est intéressant, c'est aussi intéressant parce que le président a vraiment gouverné au centre. Et donc, ça a créé finalement une insatisfaction, et l'insatisfaction fait qu'ils sont en train de le payer dans les urnes. Et il y a aussi en Colombie, où Gustavo Petro, alors Gustavo Petro, c'est le centre aussi, hein. D'ailleurs il s'ouvre, mais bon, il ne peut pas faire autrement, c'est la Colombie, il s'ouvre aussi à certains secteurs du centre droit, voire de la droite, mais il est aussi bien parti pour l'emporter contre le système, le régime mafieux, corrompu, narcotrafiquant et meurtrier paramilitaire de l'ouribisme, non, du pion qu'avait mis l'ancien président Alvaro Uribe. Donc, effectivement, il y a un mouvement. Et puis, au Honduras aussi, au Honduras, la candidate Xiomara Castro, non seulement est en tête des sondages, mais en plus, elle vient de s'allier avec un candidat du centre qui était troisième dans les sondages. Donc, elle est en très, très bonne position, encore une fois, contre le candidat du régime mafieux, narco, paramilitaire aussi hondurien, hein, dont le président est accusé de lien avec les cartels de la drogue, et pas seulement par des organisations sociales. Hein, son frère est en jugement en prison aux États-Unis pour des liens avec les narcos, et le scandale commence à l'éclabousser lui. Donc, il y a aussi au Honduras. Bon, au Nicaragua, Daniel Ortega devrait l'emporter selon toutes les estimations, les sondages. Et au Venezuela, il ne faut pas oublier le Venezuela, il y a des élections le 21 novembre, élections régionales et municipales, qui va permettre, au-delà des résultats, de tourner la page néfaste du changement de régime avec la parenthèse Guaido. Aujourd'hui, l'opposition retourne aux urnes. L'opposition a toujours eu un mouvement pendulaire entre respect du système électoral et puis stratégie putschiste. Il semble que la stratégie putschiste est essoufflée et l'opposition retourne aux urnes. Donc, évidemment, nous en avons fini avec le cirque de la présidence intérimaire, qui n'a été en fait qu'une façade pseudo-légale pour piller le Venezuela, qui s'est fait piller des milliards et des milliards de dollars. Et on devrait revenir à une situation alors progressive. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont lever le blocus, je ne crois pas. Peut-être l'aménager, je dis quoi. Enfin, ça va être en tout cas dans le temps, mais toujours est-il qu'il y aura toujours le blocus, mais au moins une situation de normalité institutionnelle. Et là, évidemment, tous les journaux français, je dis bien tous, à part évidemment quelques exceptions, telles que l'Humanité, Le Monde diplomatique ou Les Deux Rives, ou Le Grand Soir, .info, évidemment, toutes les journaux, les entreprises de communication se sont vautrées dans l'opération de changement de régime. Et ce qui va être assez drôle, c'est que dans quelques semaines, ils diront le contraire de ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant. Mais bon. Donc oui, on est pour l'instant, c'est au beau fixe. Alors, il faut déjà gagner. Hein. Il y a aussi l'élection au Brésil, où Jair Bolsonaro n'est pas dans une position si confortable, même s'il ne faut pas abandonner. Hein. Jair Bolsonaro a des bases. Et pour le coup, et là, je reprends sur le truc de la pandémie, mais pour le coup, la pandémie l'a plus ou moins favorisé, Bolsonaro. Parce que lui, ne croyant pas du tout à la pandémie, il n'est pas vacciné, etc., il n'a absolument rien fait depuis l'État central. Et le Brésil est un État fédéral. Les États fédéraux s'étaient unis pour imposer une quarantaine. Et sauf que la quarantaine n'était pas accompagnée de mesures de protection sociale. Et donc, Bolsonaro
finalement à donner une bourse aux gens en leur disant, regardez, les gouvernements régionaux vous mettent en cage et moi je viens pour vous sauver finalement. Donc sa popularité s'est maintenue malgré sa politique néolibérale, parce que c'est un néolibéral complet qui se dit patriote mais qui dépaisse son pays en vendant les joyaux de la couronne à qui veut bien les acheter. Donc là aussi on va voir un certain combat. Comment expliquer ce décalage avec l'Europe? Et j'ai vu une question sur l'emploi du mot populisme. Donc, en fait, je vais lier ces questions. Parce qu'effectivement, lorsque le système politico-économique se fissure, il se fissure pas seulement avec le pouvoir des élites ou le pouvoir médiatique, le fait que les gens ne croient plus à un mot de ce que les médias disent et qu'ils considèrent même les médias comme une boussole qui marque le Sud, n'est-ce pas? J'ouvre une petite parenthèse sans perdre le fil de mes idées, mais Pedro Castillo, au premier tour, n'est jamais, ou de manière très rare, apparu dans les médias, et encore moins sur les réseaux sociaux. J'avais utilisé pour un article que j'avais écrit à ce moment-là, qui s'appelle le cri du peuple et le rugissement des élites, que Pedro Castillo était un avion furtif, un Sukhoi 59 de la politique traditionnelle, parce qu'il est passé complètement sous les radars médiatiques et numériques. Personne ne l'a vu venir. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je vous raconte aussi une petite anecdote. J'étais avec une personne qui s'occupait de la stratégie numérique du coup de Véronica Mendoza le jour des élections. Et elle me demandait, comme ça en pariant, elle me demandait, mais qui penses-tu qu'il y aura au deuxième tour? Et je lui avais dit, je pense malheureusement qu'il ou pas d'ailleurs, mais que ça sera Pedro Castillo et Keiko Fujimori. Elle m'a fait, bah, c'est sympa, bravo, sympathique pour moi. Et je m'étais, bon, c'était un peu prétentieux de ma part, mais je lui avais dit, oui, mais rappelle-toi qu'une élection ne se gagne pas sur Twitter. Et c'est vrai. Et surtout dans un pays qui a des brèches technologiques aussi grandes que le Pérou, là, quand on parle du cri du peuple, c'est vraiment le petit peuple qui s'est exprimé de manière, je dirais, différente par rapport à la manière, y compris actuelle, de faire de la politique, du 2.0, etc. Et donc, quand ce système, vous avez vu, je n'ai pas perdu le fil de mes idées, je reviens, quand ce système se fissure, tout se fissure, y compris la légitimité des corps intermédiaires. Il y a un mot très joli de Correa, Rafael Correa, l'ancien président de l'Équateur, dans une conférence au Vatican, où il parlait des ONG, des associations en règle générale, et où il disait que ces entités étaient sans responsabilité politique ni légitimité démocratique. Je crois que Correa a tout à fait raison, c'est-à-dire sans responsabilité politique, c'est finalement, ils ne font pas partie de l'État, ils n'ont pas à changer les politiques publiques, il s'agit de colmater les brèches, voire de critiquer en permanence, et puis sans légitimité démocratique, parce que généralement, quand on regarde, alors attention, je sais que plusieurs d'entre vous font partie aussi d'associations, ne serait-ce que celle des amis du monde diplomatique, mais généralement, il y a une tendance, je parle de tendance, c'est pas forcément vrai partout, mais il y a une tendance à séquestrer la parole de la population qu'on est censé représenter. Et quand on regarde un petit peu plus près, on voit que finalement, dans l'association, c'est 6-7 personnes qui parlent au nom d'une population de plusieurs centaines de milliers sans n'avoir finalement grand lien avec eux. Et ça, que moi j'appelle les espèces de corps constitués de la contestation, quand le système se fissure, le dirigeant ou le candidat, mais le candidat puis le dirigeant, va passer au-dessus de tous ces vestiges de l'ancien système pour aller directement avec le peuple. Donc oui, monsieur, vous avez raison, Jean, oui, le populisme, c'est-à-dire ce mouvement, je dirais conjoncturel, cette stratégie aussi, c'est une stratégie, un mouvement conjoncturel qui n'est pas appelé à durer, puisque dans le cas en tout cas d'un gouvernement de gauche qui utilise le populisme et certains traits du populisme, l'idée est aussi de renforcer l'État et de le réinstitutionnaliser, certaines politiques. Non, donc, c'est un moment. Et effectivement, ça peut être aussi utilisé par des gens, on va dire, plus conservateurs, de droite. Je veux dire, le populisme n'est pas
une chose bonne ou mauvaise en soi. C'est une stratégie, c'est un moment conjoncturel et il peut être utilisé par des gens conservateurs ou par des gens progressistes. Voilà. Et donc, pourquoi ce décalage avec l'Europe? En fait, il y a un décalage, il n'y a pas un si grand décalage que ça. On voit des mouvements comme ça qui se forment, sauf que, je dirais, le rapport de force populiste penche aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, nous avions Podemos en Espagne qui avait un score assez important. La France insoumise était, Jean-Luc Mélenchon avait fait 19,58% aux élections. Vous aviez aussi, je mettrai aussi dans le même sac le mouvement 5 étoiles en Italie, de manière un petit peu différente parce que c'était au sein d'un parti traditionnel, mais finalement lui aussi avait une stratégie qui défiait le carcan de ce parti traditionnel, nous a dit Jérémy Corbyn en Angleterre, et puis je dirais que le vent a un peu tourné et aujourd'hui on est face à Vox en Espagne qui utilise aussi ce genre de stratégie, à M. Zemmour en France, à Salvini en Italie. Bon, Orban est là depuis plus longtemps, mais effectivement, ce mouvement tend à prendre, on va dire, l'autre chemin, c'est-à-dire celui d'un populisme conservateur et de droite. J'ai vu une question sur… Alors, je voulais t'en poser une, moi, justement, sur la féminisation aussi, la présence de femmes au gouvernement. Oui. Parce que je crois que c'est assez inhabituel au Pérou. Alors, attends, je note ça, parfait. Et je le mets dans une question de Jacqueline C aussi, qui nous dit le programme, si j'ai bien compris, est réac du point de vue des mœurs, il est catho, anti-IVG, anti-homosexuel, etc., etc. Et donc là, je rajoute, Sébastien, sur la féminisation du gouvernement. Non. Anti-migrants aussi. Non. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas le programme de Perú Libre. Là, pour le coup, c'est un peu plus la personnalité de Pedro Castillo, encore qu'au sein de Perú Libre, il y a aussi certaines réactions que l'on jugerait très machistes en Europe. Mais ça, et donc, encore une fois, l'opposé au sein de la grande famille de la gauche péruvienne, c'était Verónica Mendoza. Qui, elle, avait dans son programme, dans son récit, accepté l'avortement, les luttes LGBTI, différentes luttes intersectorielles, et qui, du point de vue des mœurs, était pour le coup, très libérale. Et oui, mais ça marcherait bien à Amsterdam, Londres et Paris. Et d'ailleurs, elle a gagné à Amsterdam, Londres et Paris avec les Péruviens de l'étranger. Mais dans un Pérou très conservateur, le discours n'a pas du tout pris. Et il y a eu des chaînes WhatsApp qui, alors ça je peux vous le dire, parce que comme c'était au premier tour, on en a montré des chaînes WhatsApp qui disaient si vous votez pour Verónica Mendoza, vos enfants seront pédés. J'utilise le terme à bon escient. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Non, ça marche, ça marche. Lorsqu'on a demandé aux Colombiens en 2016 de voter pour la paix ou pour la guerre, les Colombiens, les arguments pour voter pour la guerre, donc contre la paix, étaient deux. Si vous votez pour la paix, le pays deviendra le Venezuela, et si vous votez pour la paix, vos enfants deviendront pédés. Et ça a marché. Et au final, les Colombiens ont voté pour la guerre. Donc, c'est un argument dans des sociétés très conservatrices, dans des sociétés qui n'ont pas connu non plus la vague rouge-rose du début des années 2000, qui a quand même aussi libéralisé certains mœurs, encore que pour l'avortement. Je rappelle que Cuba, durant des années, a été le seul pays d'Amérique latine et des Caraïbes à légaliser l'avortement. La ville de Mexico l'avait légalisé aussi. L'Argentine vient de le légaliser. Il me semble que c'est en bonne voie, ou au Chili, je crois qu'ils l'ont légalisé en cas de viol. C'est un débat, en tout cas pour l'avortement, qui fait son chemin. Mais dans des sociétés très religieuses, dans des sociétés où la place de la femme, où le rôle de la femme est extrêmement dominé, non où
dans des sociétés, je dirais presque, enfin, ce sera un jugement de valeur, mais au niveau des mœurs, en tout cas très médiévales, ces questions-là, effectivement, ne sont pas en phase avec la culture populaire. Et je pense que si Pedro Castillo n'était pas un membre du peuple péruvien, à plein escient, c'est-à-dire qu'effectivement, il est très conservateur sur tous ces points-là, il n'aurait pas été, tout simplement. C'est-à-dire que les gens se sentaient rassurés à la fois par son discours social et économique et à la fois par son discours conservateur sur ces points de vue-là. Et effectivement, c'est un grand débat, puisque s'il est vrai qu'il y a un véritable problème du rôle de la femme, il faut au Pérou réinventer, ou en tout cas inventer une ligne féministe qui ne soit pas le calque des lignes féministes libérales et individualistes telles qu'on les trouve en Europe ou aux États-Unis, parce que ça ne collera pas. Et la ministre de la Femme, de la Femme et des Populations Vulnérables du Pérou, Anaí Durán Guevara, travaille dans cet objectif-là, et notamment sur un féminisme populaire qui se base donc à la fois sur des programmes sociaux pour les femmes, notamment sur les violences faites aux femmes, avec un système général de soins, c'est-à-dire que de protection sociale, pas de soins, c'est un hispanisme, c'est-à-dire que les femmes sont souvent cantonnées au foyer, tout simplement parce qu'elles doivent s'occuper des gosses. Quand elles ne s'occupent pas des gosses ou qu'elles ont un répit, elles s'occupent des anciens. Et quand elles ne s'occupent pas des anciens, elles s'occupent des personnes handicapées qui sont dans la famille. Les personnes handicapées qui représentent 10,6% de la population péruvienne, ce qui n'est pas rien. Et donc, si vous voulez avoir une autonomie économique des femmes, ce qui est le deuxième pilier de la politique de mademoiselle Durán Guevara, Anaí Durán, il faut d'abord que l'État redevienne le centre des politiques sociales, ce qui n'est pas le cas au Pérou. Les ONG et le secteur privé et religieux ont complètement investi les politiques sociales. Et donc, il faut effectivement que l'État revienne au centre des politiques sociales, qu'il n'y ait plus de précarisation des ressources publiques, et pour que les femmes puissent se libérer du temps et arriver donc sur le deuxième pilier énoncé par Madame Durán, qui est le pilier de l'autonomie économique, avec une politique de microcrédit, mais pas de microcrédit complètement débile, enfin débile, pas débile, si elle m'entendait, je pense qu'elle ne serait pas d'accord avec le mot débile, et elle aurait raison, mais je veux dire, encadrer une politique de microcrédit, encadrée dans une vision de l'économie qui est une économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que si des femmes viennent pour faire une entreprise de minage de Bitcoin ou une entreprise de spéculation financière, ce n'est pas dans les priorités. Les priorités, c'est une autre forme d'économie, une économie sociale et solidaire, pour que les femmes puissent être complètement participatrices de l'amélioration de la qualité de vie de la famille, peu importe si elle est nucléaire ou si elles sont seules avec des enfants. Et puis le troisième point, bien évidemment, c'est lorsque, malgré le système national de protection sociale, qui est aussi un des objectifs de la ministre de la Femme, certaines femmes finalement ne peuvent pas se dégager de leur compromis pour une raison ou une autre dans leur travail de foyer, que le travail de foyer soit reconnu comme une activité productrice, parce qu'effectivement, elle génère de la valeur au niveau du PIB. Donc ça, c'est les deux piliers de la politique de la femme au Pérou, qui est donc le système de protection sociale et de lutte contre les violences faites aux femmes, l'autonomie économique dans un cadre d'économie sociale et solidaire. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la démocratie participative, c'est-à-dire d'intégrer les organisations de base, pas forcément les associations, etc., sinon les organisations de femmes de base, à ce que les femmes, notamment des classes populaires et du monde rural, soient un acteur protagonique, un acteur participatif de l'élaboration et de l'exécution des politiques publiques faites aux femmes. Donc vous avez trois piliers, un pilier social avec le retour de l'État, un pilier économique
dans une économie sociale et solidaire et un pilier démocratique, un pilier politique pour intégrer, pour changer les conditions de vie des femmes au Pérou, donner le pouvoir aux femmes. Voilà. Et donc, ça se traduit aussi dans le deuxième cabinet ministériel, par une augmentation du nombre de femmes dans la vie publique. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là, en sachant que la ministre Anaïs Durand a le soutien total du président sur ces questions. Donc, certes, il a eu quelques réflexions, mais je pense que le président s'opposait plus à une vision occidentaliste, libérale, individuelle du droit des femmes, tel qu'on peut le voir dans certains pays européens et aux États-Unis, et qui n'a que pour corollaire que la montée en puissance des extrêmes droites qui s'insurgent contre cette vision-là. D'accord. Alors, je propose qu'on change de sujet complètement, enfin de questions, et qu'on parle un petit peu des États-Unis, parce que je crois qu'il y a eu 2 ou 3 questions sur les États-Unis. Alors, comment les États-Unis, enfin le nouveau gouvernement, accueille-t-il l'élection de Pedro Castillo? Oui, est-ce qu'il y a des... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc Fujimori, donc c'est la droite néolibérale, c'est la dictature. Fujimori, tiens, pour faire la transition avec les femmes, Fujimori, donc Alberto, le papa, avait stérilisé de force 300 000 femmes, et notamment du monde rural, avec une idée militaire derrière. C'est-à-dire, si elles arrêtent d'enfanter des enfants, ça fera moins de guerrieros pour le sentier lumineux. Enfin, un truc complètement barbare. Et sa fille pendant le deuxième tour, avait justifié cette politique de stérilisation forcée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était les militaires entrés dans les villages. T'as combien d'enfants? J'en ai 6, etc. Les hop, tu montes dans le camion de force et on te stérilise de force. Une brutalité sans nom. Et c'est 300 000 femmes qui ont été stérilisées de cette manière-là. Et Keiko Fujimori avait dit pas du tout, c'était une politique de planification familiale. Mais elle a son public pour écouter ce genre de barbarie. Et donc, les États-Unis, notamment l'administration Clinton, avait eu même si c'était le meilleur élève, un des meilleurs élèves du FMI à l'époque, avait eu quand même quelques conflits avec Fujimori. Et Fujimori leur rendait bien, d'ailleurs, non? Et avec des pays aussi comme la France, le Fujimori, la mafia autour de Fujimori avait volé une entreprise française. Donc, ils ont tellement fait aussi n'importe quoi que les pays occidentaux se disent, bon, bah, Castillo, à mon avis, ils se sont dit Castillo, on ne sait pas trop bien qui c'est, on va essayer de l'orienter un petit peu. Alors peut-être, on verra ce que ça donnera dans plusieurs mois, dans quelques années. Mais en tout cas, Fujimori, il faut tourner la page. Parce que Fujimori, c'est aussi une machine à perdre. C'est la 3e fois qu'elle se présente, et à chaque fois, elle perd. Alors, elle ne perd pas de beaucoup, mais à chaque fois, elle perd. Donc, je pense qu'aussi au sein des élites péruviennes, et notamment, ça c'est sûr, au sein de la bourgeoisie productive, il y a une volonté de dire, bon, l'éternelle candidate, à chaque fois on se prend des vestes, il faudrait trouver quelqu'un d'un petit peu meilleur, qui présente mieux, qui n'ait pas le background du papa et de la corruption, parce que ces gens-là sont mis dans des corruptions. D'ailleurs, Keiko est jugé dans des affaires de blanchiment d'argent pour défendre nos intérêts. Donc je pense qu'il y a une volonté, et y compris aux États-Unis, de tourner la page humoriste, et donc pour l'instant, ils disent trop rien. Puis il faut reconnaître aussi que la politique étrangère de Pedro Castillo, pour l'instant, on va dire, est mitigée. C'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'ils ont rompu avec le groupe de Lima, ils ont rétabli des relations avec le Venezuela, mais ça reste une politique qui reste quand même loin d'être populaire pour l'instant. C'est-à-dire que ça ne pourra pas changer. Certaine timidité. Alors, donc, du coup, je réponds aussi sur le Pérou va-t-il rejoindre l'ALBA? Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Le rapport de force fait que je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, il y a une question, mais qui n'apparaît pas forcément dans le fil là, qu'on m'a envoyé. Alors, c'est en cas de forte mobilisation contre son gouvernement, Pedro Castillo peut-il compter sur l'appui de l'armée pour faire respecter l'état de droit et de la légitimité de son élection?
Parce que c'est un acteur certainement important. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je ne sais pas. C'est où la question? Elle m'a été envoyée, en fait, elle apparaît, enfin, elle m'a été envoyée à moi. Donc, D'accord. Le rôle de l'armée au Pérou, on ne sait pas. L'armée et surtout particulièrement la marine ont un poids considérable, y compris dans la vie politique. On l'a vu d'ailleurs, puisque le Premier ministre des Affaires étrangères nommé par Castillo, Héctor Béjar. Alors là, par contre, c'était quelqu'un de gauche, un vieux monsieur universitaire, mais qui avait participé à la guérilla des années 60, qui avait été amnistié, qui avait travaillé dans le gouvernement progressiste de Velasco Alvarado. Héctor Béjar a suscité l'ire des militaires et qui ont obtenu sa démission, son renvoi en réalité. Et qu'a dit Béjar pour susciter l'ire des militaires? Il a dit que les militaires, enfin la marine avait participé à des actions terroristes dans les années 60 et 70, notamment contre des bateaux cubains et contre des diplomates aussi, et même contre des gens de chez eux, notamment un vice-amiral nommé par Velasco. Alors, évidemment, si on le voit ça aujourd'hui, évidemment, avec le poids des médias ici, il n'y a pas un seul média qui soit en faveur de Castillo. Il y a quelques journaux, mais ça ne pèse pas grand-chose. Ils ont monté ça fait monter la mayonnaise, on va dire. Mais quand on le voit avec les yeux de l'époque, c'était quelque chose qui avait été reconnu, alors qui avait été dénoncé par Cuba, mais même par le Bureau des affaires hémisphériques des États-Unis. C'est-à-dire que même le gouvernement de Washington, là, il y a les documents déclassifiés, ils sont sur Wikileaks, le document déclassifié montre comment les États-Unis validaient finalement cette thèse de la participation d'une excroissance de la marine dans des actions terroristes. Donc là, on a bien vu qu'il y a eu un poids gigantesque de l'armée pour dégager M. Béjar, fort dommage par ailleurs, mais donc voilà. Donc quelle va être dans les mois qui viennent alors ça c'est pareil, encore une fois, quelle va être dans les mois qui viennent la position de l'armée et de la police aussi, ça c'est aussi un autre détail important, je ne sais pas. Ça dépendra évidemment de l'évolution des relations de force au sein du pouvoir péruvien, au sein de la société péruvienne. Ce que je peux vous dire, c'est que si le gouvernement se lance aujourd'hui, maintenant, dans des réformes révolutionnaires, pas dans des réformes, dans des projets révolutionnaires immédiats, sans avoir un soutien populaire clair, ou en tout cas une hégémonie politique qu'ils n'ont pas en ce moment, sans avoir un appareil médiatique qui puisse au moins donner un autre point de vue, un autre son de cloche, non pas pour l'instant, oui, là, je pense qu'il y a un gros risque qu'au moins des secteurs radicalisés au sein des forces armées ou de la police tentent de s'opposer à un processus de changement structurel, pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, ils n'en ont pas besoin parce que le législatif a encore ce pouvoir de destituer Castillo. Ils ont des armes. Pas forcément des armes à feu, ils ont aussi des armes législatives. Donc, pour l'instant, effectivement, eux, ils marchent sur des œufs. Alors, une question, alors, il faudra peut-être aussi un peu nous présenter. Alors, c'est par rapport, le président pourrait-il se démarquer des entreprises d'extraction minière? Oui. Est-ce que les mines sont une ressource importante pour le Pérou? Et oui, énormément. Et aussi d'enjeux stratégiques. Parce que je rappelle que le premier partenaire économique du Pérou, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Et je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas Castillo qui a changé ça en 2 mois. C'est quelque chose qui vient de bien avant. La Chine, évidemment, est devenue le premier partenaire économique de beaucoup de pays, et pas seulement des gouvernements de gauche. Au Chili, c'est le premier partenaire économique. Au Brésil, 1 produit sur 4 exporté va en Chine, et le 70%, donc des 24% des exportations du Brésil, sont de l'agrobusiness, donc des soutiens de Bolsonaro. Au Venezuela, c'est évidemment le premier partenaire commercial, etc. Donc là, un peu pour le lien, il n'y a pas que la Chine, évidemment, toutes les transnationales. Et encore une fois, là, on voit la volonté du pouvoir, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse parler de trahison, de renégocier les contrats miniers
et notamment pour que les mines commencent à payer des impôts dont elles sont exemptées jusqu'à maintenant, ce qui est absolument une aberration, et vu les profits qu'elles ont dégagés durant de nombreuses années. Là encore, hein, il y a des choses pas claires. Par exemple, le président a parlé de nationaliser, d'étatiser. Son ministre de l'économie a dit à modérer leur ministre de l'économie qui vient du parti de Véronica Mendoza a modéré un petit peu le propos en disant que ce qui comptait, en tout cas à ce moment, c'était massifier l'accès au gaz, notamment dans le sud du pays. D'où, par exemple, vous avez des mines qui extraient du gaz et les gens dans les villes à côté n'ont pas de gaz. Non, bon, évidemment. Donc, mais là encore, c'est pas très clair. Et en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les gens qui s'occupent de ces dossiers-là pour l'instant. Hein, ça viendra certainement pour savoir, parce que visiblement, ils veulent construire il faut un gazoduc hein, si vous voulez acheminer le gaz. Donc, qui va le construire? L'État. Ce n'est pas très juste, hein, si c'est l'État qui le construit et c'est les entreprises qui l'utilisent pour faire des profits. Quel rapport de force instaurer avec les entreprises minières pour qu'elles s'assoient à la table en disant OK, c'est bon, on va négocier. Hein. Une négociation, elle se fait quand les autres ils ont le couteau sous la gorge. Hein, sinon, ce n'est pas l'appel d'aller parloter. Vous voyez vous faire bouler ou tirer une négociation à leur profit. Et puis, effectivement, voir la participation de l'État dans l'exploitation du gaz. Tout ça, c'est des questions qui sont encore sur le tapis, on va dire, mais c'est normal. Enfin, moi, je pense que c'est normal. Encore une fois, il y a toute une chronologie politique. Le temps, on n'est pas dans un café à refaire le monde, et il y a une évolution des rapports de force qu'il faut prendre en compte et regarder aussi comment ça s'est fait. Mais si vous regardez par exemple Evo Morales, non, qui a renégocié aussi renégocié la participation de l'État dans les mines boliviennes, ça ne s'est pas fait au bout de 3 mois. Lorsque Chavez, alors là on n'est pas dans les mines, on est dans le pétrole, mais renégocie les joint ventures et oblige toutes les entreprises pétrolières à se mettre en joint venture avec au moins 51% d'actions pour l'État, et les oblige non seulement à payer leurs impôts, mais en plus leur colle un impôt pour les revenus du pétrole, des revenus extraordinaires, non, puisque les budgets étaient faits avec des barils à 40, mais le baril était à 100, donc pendant 1 an, vous avez votre budget à 40, et le baril est à 100, donc il faut légiférer sur qu'est-ce qu'on fait dans cette brèche. Et un des grands arguments des droites, c'est si vous faites ça, ils vont s'en aller, si vous les menacez, ils vont s'en aller, il va y avoir du déficit, etc. En Bolivie et au Venezuela, il n'y a personne qui s'en allait. Il y a Exxon qui s'en allait, c'est le seul au Venezuela. Mais sinon, ils ne s'en vont pas. Les dirigeants des multinationales, ils réfléchissent et ils ne sont pas aussi abrutis que les politiciens de droite qui payent généralement pour défendre leurs intérêts. Ce sont des gens qui voient à 30 ans, hein, qui ne s'arrêtent pas sur un gouvernement, qui voient au-delà. Les ressources sont tellement considérables dans les sous-sols que, bien évidemment, s'il faut renégocier, en tenant compte du rapport de force. Et donc, ça a été un point d'achoppement entre le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Guido Bellido, qui venait de l'aile dure de Perú Libre, qui avait annoncé la renégociation hic et nunc, donc au bout d'1 mois, des entreprises de gaz, des contrats des entreprises de gaz, sans aviser le président, sans mettre au point une stratégie avec le ministre de l'économie. Donc, c'est vraiment l'application du programme pour l'application du programme. Et donc, ça a créé plus de tensions. Et la nouvelle Premier ministre, alors là, par contre, c'est vrai, qui vient d'une gauche beaucoup plus modérée, mais dans lequel elle est à la fois respectée par plusieurs des tendances qui composent son cabinet, et donc doit montrer aux Péruviens qu'ils peuvent gouverner et que ça ne soit pas un foutoir complet, comme malheureusement c'était avec M. Bellido. Vous aviez des empoignades publiques entre le Premier ministre et le Président, les ministres et le Premier ministre, enfin ça c'était une cacophonie gigantesque, notamment sur le thème de la nationalisation du gaz. Et là, c'est un thème qui a été repris par le président. Donc effectivement, il y a une
il y a une volonté de négocier avec les entreprises minières. Et puis, là, par exemple, il y a eu une communauté qui ne voulait pas d'une mine sur sa communauté, etc. Ils étaient en grève et la première ministre a été négociée directement. C'est le rôle de l'État. Et donc, ils ont levé leur grève. Je voudrais toucher un petit mot et je vous invite vraiment, vraiment à lire un article dans Le Monde Diplo de Franck Poupeau et de Maëlle Mariette qui est absolument génial. C'est Je l'ai mis en copie. Je l'ai mis en lien. Il est en lien sur la discussion. Ah oui, il faut absolument le lire, ce truc-là, donc sur l'anti-extractivisme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe alors, généralement, l'anti-extractivisme vient de secteurs de classe moyenne urbaine, voire une classe supérieure urbaine, intellectuelle, et qui ne sont pas du tout dans le besoin, hein, qui sont dans des endroits connectés, etc., et qui finalement ont des liens un peu directs avec leur père universitaire, leur père PAIR, pardon, leurs pairs occidentaux, et donc ça crée une espèce de bulle intellectuelle qui n'a évidemment aucun impact dans le pays réel, si ce n'est qu'elle entre en résonance dans les luttes géopolitiques et qu'elle entre en résonance avec les intérêts des multinationales qui n'aiment pas que l'État revienne au pouvoir dans la gestion du sous-sol de leur pays. Et c'est ça, en fait, sur les mines, oui, mais les gouvernements progressistes ont tous utilisé les mines ou le pétrole, leur sous-sol, dans le but de créer une économie de transition, c'est-à-dire d'utiliser la manne et la rente que leur procure leur sous-sol pour construire, alors avec de l'échec ou pas, hein, c'est pas le problème, mais construire une alternative et essayer de sortir de cette dépendance de l'extractivisme. Extractivisme, il ne faut pas inverser les rôles, dans lequel ces pays ont été réduits par les puissances occidentales qui se considéraient comme le centre de l'économie mondiale et utiliser les ressources de ces pays périphériques pour puiser ce dont ils avaient besoin pour développer leur propre économie. Parce que c'est aussi facile de dire « Ah oui, mais non, c'est Pedro Castillo, Chavez, Correa, ils développent la nature, blablabla. » Oui, mais quand nous, on a un mode de consommation qui est basé sur l'extraction chez les autres, c'est facile. Hein. Donc là, le problème est évidemment plus grand. Et il y a une souveraineté. Et l'idée a toujours été, chez Correa, chez Evo Arce maintenant, et chez Castillo ou chez Chavez, d'utiliser le sous-sol pour développer des traits différents d'une économie pour réduire la dépendance aux ressources naturelles. Alors chez Correa, ça s'exprimait, donc en Équateur, ça s'exprimait dans la plus-value intellectuelle. Correa avait investi énormément dans une espèce de Silicon Valley équatorienne, Yatchai. Il voulait vraiment former un secteur de l'élite intellectuelle qui aurait une plus-value et concurrencer finalement aussi l'Occident sur le monde de l'innovation technologique. Au Venezuela, c'était développer l'agriculture et puis Evo, c'est développer l'industrie liée au lithium, par exemple. Non, donc, le lithium qu'on trouve dans les appareils technologiques, mais aussi dans les voitures électriques, etc. Et Evo, d'ailleurs, c'est une des choses qui a précipité le coup d'État en 2019. Evo commence à avoir des contrats avec des entreprises industrielles pour développer des propres voitures électriques boliviennes. Et ça, évidemment, ça rentre en complète contradiction avec les intérêts d'un quelqu'un comme Elon Musk, non, qui s'était prononcé sur le coup d'État en Bolivie en disant si on veut, on peut dégager n'importe quel président. Oui, ça rentre en contradiction avec ses intérêts. Et donc voilà, donc sur les mines en règle générale, je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas de voir des gouvernements, comme on essaie de faire voir, des gouvernements prédateurs de la nature, etc., mais des gouvernements qui utilisent cette manne-là pour faire avancer, d'une part, le bien-être général de la population, et puis, d'autre part, une économie de transition. Très bien. Alors, attends, alors Romain, c'était juste pour dire que normalement, on a prévu donc, de terminer à 20h30. Alors, il est 20h29, mais enfin 20h29, et là-bas, il est midi, il est 1h30.
on va faire une dernière question et puis on va te laisser conclure. Et puis, on va aussi, j'en profite avant de te laisser conclure, euh, de ne pas oublier, donc pour suivre sur l'Amérique latine, la conférence des Amis du monde diplo de Tours, hein, qui vont inviter donc Madame Correa pour son article, hein, sur le combat de l'aigle et du dragon en Amérique latine. Hein. Donc, c'est bientôt, hein, c'est le 9 novembre. Et je vais te laisser conclure sur ce que tu souhaitais éventuellement, le point en particulier que tu souhaitais. Oui, j'ai vu une question qui est intéressante et sur, partout, hein, mais comme toutes les questions qui ont été posées ce soir, mais sur laquelle je n'ai pas répondu. C'est une autre question d'ailleurs de Jacqueline. Y a-t-il une influence des évangélistes énorme et des religieux en règle générale? Donc, les évangélistes, particulièrement en Amérique latine. Je vous recommande d'ailleurs au passage le livre de Lamia Oualalou, qui a été la correspondante il y a quelques années du journal Le Figaro en Amérique latine, qui est une très bonne journaliste, c'est très intéressant ce qu'elle écrit, et qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus t'aime, sur justement le pouvoir évangéliste au Brésil. C'est fantastique et ça fait peur. Y a-t-il une influence des évangélistes? Oui, énorme, énorme. Moi, je me rappelle avoir couvert un meeting de Pedro Castillo pendant le deuxième tour dans un quartier populaire, très populaire de Lima, où il y avait, je ne sais pas moi, 6000 personnes donc massées devant une scène. Et le meeting s'était conclu par la prêche d'un pasteur évangéliste. Et à un moment donné, donc moi j'étais, on va dire, dans la fosse, avec les gens de sécurité, mais j'étais en train de filmer. Et à un moment donné, le pasteur se met à genoux et je me retourne et je vois les 6000 personnes à genoux en train de recevoir le sermon. Et je me suis trouvé très grand alors que je ne le suis pas parce que j'étais le seul qui était resté debout, évidemment. Et oui, c'est un secteur très important. La femme de Pedro Castillo est évangéliste, donc Monsieur Castillo est très religieux aussi, n'est-ce pas? J'ai eu une discussion très très intéressante avec son frère. D'ailleurs, elle est en vidéo sur mon Facebook. Je vous invite à y aller. Hein, vous allez voir, on est en train de peler des patates et des yuccas, du manioc, et on parle de religion. Alors moi, je précise d'abord que je suis athée, non mais la discussion est très intéressante. Déjà, on se respecte, hein, parce que quand je lui dis que je suis athée, je pense qu'il va me voir comme une bête bizarre. et en fait, on voit aussi que l'Église ou les églises, donc l'Église, soit l'Église catholique, mais surtout les évangélistes, profitent de la destruction de l'État, et de la précarisation des services publics pour intervenir dans des lieux où il n'y a plus d'État. Et donc, vous avez énormément de surface de territoire où les seules autorités, on va dire morales en tout cas, mais qui font du travail et qui ont de l'argent et qui construisent des latrines, qui construisent des services de tout à l'égout, qui s'occupent de l'éducation des gamins, etc., c'est les églises. Et je ne sais pas, moi, je viens d'une petite ville de France. Comme 60% des Français, je ne me considère pas membre d'une religion. Voilà, j'ai grandi dans une France aussi post-68, etc., avec un gouvernement PS à l'époque, même avec tout ce qu'on peut lui cracher à la gueule maintenant. Mais je veux dire, bon, il y a quand même un substrat culturel. J'ai pas manqué de service de l'État, non. Voilà. Maintenant, si j'étais né à San Luis de Puñar, dans le village de Castillo, qui est un tout petit village, c'est un hameau où il n'y a aucun service public. Il y a l'école, mais où toutes les infrastructures, minimes soient-elles, sont soit à la charge des églises, soit à la charge d'ONG, généralement aussi liées aux églises. Peut-être que moi aussi je serais très religieux et peut-être que lors de ce meeting je me serais agenouillé aussi.
Je ne l'ai pas fait, mais ça tient compte. Et il ne faut pas, évidemment, regarder le Pérou avec le Pérou et l'Amérique latine en règle générale, et les autres pays d'ailleurs en règle générale, avec nos lunettes. Évidemment, ne pas tomber dans l'eurocentrisme, dans le francocentrisme. Et il faut évidemment tenir compte des contextes économiques, sociaux, culturels et spirituels qui expliquent en partie les évolutions politiques dans ces pays-là et dans le Pérou en particulier. Et puis, merci encore à tous. Et puis, merci encore à Romain. Et bientôt, la visioconférence donc, du 9 novembre avec les amis de Tours. Et merci beaucoup à tous. Et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous.